Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une ce soir, en Afrique du Sud, Jacob Zuma suspendu de l'ANC après qu'il ait apporté son soutien à un nouveau parti politique pour les élections nationales dans une annonce faite le lundi 29 janvier. La première ministre italienne Giorgia Meloni a dévoilé son plan de développement pour le continent africain lors du sommet Italie-Afrique lundi 29 janvier à Rome en Italie. Et en France, la colère des agriculteurs ne désemplit pas au deuxième jour de blocage des axes stratégiques autour de la ville de Paris. Ils espèrent des mesures plus satisfaisantes du gouvernement. Les détails dans votre journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'African National Congress, ANC, a annoncé le 29 janvier 2024 la suspension de Jacob Zuma, président du pays de 2009 à 2018. L'ex-chef de l'État a indiqué le mois dernier qu'il ferait campagne pour un autre mouvement en vue des prochaines élections. Le comité exécutif national de l'ANC a décidé de suspendre sommairement Jacob Zuma en tant que membre. Cette décision intervient à la suite d'une procédure au terme de laquelle fut décidée une sanction disciplinaire en lieu et place d'une expulsion immédiate. Le comité exécutif reproche à l'ancien dirigeant sud-africain d'avoir enfreint la constitution de l'ANC. Elle stipule que toute personne qui rejoint ou soutient une organisation ou un parti autre que l'ANC ou ses partenaires entre en conflit avec le parti. Nous avons appuyé sur la gâchette, mais nous n'avons pas vidé la chambre, a déclaré un membre du comité exécutif. Au final, Jacob Zuma est coupable et sera traduit devant la commission disciplinaire quand aucune date n'a été décidée. Il s'était mis en porte-à-faux en déclarant qu'il ne pouvait pas soutenir l'ANC de Cyril Ramaphosa. Les débats autour de son exclusion ou pas ont été houleux. Certains ont prôné la manière forte. D'autres ont soutenu que cela lui donnerait un statut de victime. Ousmane Sonko choisit Bassirou Diomaye Faye, lui aussi écroué depuis avril 2023, comme successeur pour la présidentielle du 25 février prochain dans une vidéo non datée diffusée sur des médias sénégalais le dimanche 28 janvier. Au Sénégal, à un mois de la présidentielle, l'opposant Ousmane Sonko, emprisonné depuis 6 mois, a désigné son successeur. Dans une vidéo non datée, Sonko désigne son numéro 2 Bassirou Diomaye Faye comme son remplaçant à la présidentielle sénégalaise du 25 février. La candidature de Faye était déjà le plan B de Sonko et de son parti dissous, le PASTEF. Faye, lui aussi écroué depuis avril 2023, vient de voir sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, car contrairement à Sonko, il n'a pas été jugé et condamné. Il lui est reproché d'avoir critiqué les magistrats qui ont décidé de juger Ousmane Sonko. Le nouveau candidat à la présidentielle sénégalaise a un parcours similaire à son prédécesseur Ousmane Sonko. L'opposant annoncé comme l'un des favoris de l'élection a effectivement été écroué en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Gabon, la nomination aux fonctions de président honoraire de la Cour constitutionnelle de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Oubourantuo, très proche de l'ancien président Bongo, est sujet de polémique dans le pays. Les populations gabonaises n'hésitent pas à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux. Au Gabon, la nomination de Marie-Madeleine Brandtsuo aux fonctions de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle continue à indigner les Gabonais. Ali Bongo Ondimba, avec 172 990 voix. Ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Brandtsuo, très proche du président déchu Bongo, a dû quitter son poste au lendemain du coup d'État d'août 2023. Le retour de celle qui a présidé la Cour suprême du Gabon pendant plus de 30 ans a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. À la télévision nationale, le porte-parole de la présidence a défendu la nomination de la magistrate, approuvée il y a quelques jours par le général Brice Oligui Nguema, chef du coup d'État. Brandtsuo a été nommée pour la première fois présidente de la Cour constitutionnelle lors de sa création en 1991.
Et en Haïti, un mandat d'arrêt a été émis depuis le 25 octobre 2023 contre Martine Moïse, la veuve de l'ancien président haïtien Jovenel Moïse, décédé le 7 juillet 2021 pour ne pas avoir rencontré le juge qui supervise l'enquête en cours sur le meurtre de son époux afin qu'il puisse l'interroger selon un document juridique divulgué lundi soir. Un juge haïtien a émis un mandat d'arrêt contre l'épouse du président Jovenel Moïse, assassiné en juillet 2021 dans sa résidence d'été par un groupe armé. Le mandat d'arrêt est daté du 25 octobre et signé par le juge Walter Voltaire, qui supervise une enquête en cours sur le meurtre de Moïse. Le juge a pris cette décision à la suite du refus de Martine Moïse de le rencontrer afin qu'il puisse l'interroger sur l'affaire. Le mandat contient peu de détails et ne mentionne ni ne suggère une quelconque implication de la veuve de l'ancien président. Après l'assassinat du 7 juillet 2021, Martine Moïse a été transportée par avion vers un hôpital de Floride pour y être soignée. La première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli plus de 20 dirigeants africains pour discuter de son plan de développement pour le continent africain lors du sommet Italie-Afrique qui s'est ouvert lundi 29 janvier à Rome. Giorgia Meloni a choisi 5 domaines prioritaires pour son plan: l'économie et les infrastructures, la sécurité alimentaire, la transition énergétique, la culture et la formation, les migrations et la sécurité. La première ministre italienne Giorgia Meloni a dévoilé lundi un plan pour promouvoir le développement de l'Afrique et freiner l'immigration lors d'un sommet organisé à Rome. L'Union européenne et les Nations unies ont indiqué que ce plan viendrait compléter des initiatives déjà en cours sur l'adaptation au changement climatique et le développement de l'énergie propre sur le continent. Le président de la Commission de l'Union africaine s'est de son côté dit ouvert aux discussions et a mis la pression sur Giorgia Meloni, demandant des actes concrets. Monsieur le président de la Banque africaine de développement, j'ai cru comprendre, Madame la présidente du Conseil, que le plan Mattei que vous proposez et sur lequel nous aurions souhaité avoir été consultés abonde dans ce sens. L'Afrique est disposée à discuter les contours et les modalités de sa mise en œuvre. Je dois insister ici sur la nécessité de joindre les actes aux paroles. Le plan italien, qui prévoit une dotation initiale de 5,5 milliards d'euros, a été critiqué par l'opposition, qui l'a qualifié de boîte vide néocoloniale visant à exploiter à nouveau les ressources naturelles de l'Afrique. Et parlons toujours du sommet Italie-Afrique. Les réactions se sont multipliées à travers l'ONU et les organisations internationales après que la première ministre italienne Giorgia Meloni ait dévoilé le lundi 29 janvier son plan de développement pour le continent africain en vue d'endiguer les flux migratoires. L'ONU et plusieurs ONG ont accueilli avec prudence lundi le sommet des dirigeants africains et de la première ministre italienne Giorgia Meloni, lors duquel a été présenté le grand plan de développement de l'Italie pour le continent africain. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, estime que le plan doit traiter la question migratoire dans sa globalité. Le fait est que la conversation ne porte pas uniquement sur la migration, mais sur la façon dont vous obtenez de meilleurs résultats en matière de développement. Comment vous investissez dans l'énergie verte, comment vous investissez dans la formation professionnelle. C'est une manière beaucoup plus efficace de faire face aux pressions migratoires. Gianpaolo Silvestri, secrétaire général de la Fondation AVCI pour la coopération, doute de la capacité du plan à réduire les flux migratoires. Le décret du plan Mattei parle d'un horizon de 4 ans. Nous pouvons considérer cela comme un horizon à moyen terme. Mais pour avoir un impact dans ces pays, notamment du point de vue de l'éducation et de la formation des générations futures, il faut au moins un horizon de 10 ans pour avoir des résultats. Alors clairement, à court terme, on peut activer des outils pour gérer le phénomène migratoire. Gérer, c'est-à-dire créer des flux migratoires réguliers, légaux et autorisés. Mais je ne crois pas que le plan puisse contenir le phénomène migratoire à court terme. Je pense que c'est peu probable.
Amina Jane Mohamed, secrétaire générale adjointe aux Nations Unies, estime que le plan de Mélanie est un échec. À mi-parcours de l'agenda 2030, le progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable sont terriblement insuffisants. Seuls 15% des objectifs sont en passe d'être atteints d'ici 2030. À tout égard, c'est un échec. Avec notre population jeune, dynamique et en plein essor, notre richesse en minéraux essentiels et les vastes perspectives d'énergie renouvelable, l'Afrique pourrait devenir une centrale d'énergie propre et un centre de services numériques, ainsi que le prochain grand pôle manufacturier du monde. L'Italie, au cœur du débat sur la migration en Europe, promeut son plan de développement comme un moyen de créer des conditions de sécurité économique qui décourageraient les jeunes Africains d'entreprendre des migrations dangereuses vers le vieux continent. Et comme annoncé en titre, en France, la fronde des agriculteurs se poursuit ce mardi 30 janvier avec le deuxième jour de blocage des axes stratégiques autour de la ville de Paris, la capitale. Ils réclament de meilleures conditions pour leur industrie. Le gouvernement Macron promet de nouvelles annonces dans l'espoir de désamorcer la crise. On suit ce reportage de nos confrères de Radio-Canada Info. Nous sommes aux portes de Paris, à moins de 8 km. On est très proche de Paris, juste avant la Seine. Mais impossible de rouler plus loin sur l'autoroute 15. Et actuellement, tous les très grands axes sont occupés pour pas que les gens puissent rentrer sur Paris. La voie s'est transformée en stationnement géant pour une soixantaine de tracteurs immobilisés. Rodolphe Thomasin vient de se garer et n'a aucune intention de bouger. Et regardez aussi tout le soutien qu'on peut avoir, les gens qui klaxonnent, etc. C'est impressionnant. Impressionnant. Et ce n'est que le début, car le renfort est en route. D'autres convois d'agriculteurs roulent en direction de la capitale pour se joindre à ce qu'ils appellent désormais le grand siège de Paris. Le siège de Paris, Paris, c'est là où tout se passe. Donc c'est pour ça, c'est la ville symbolique. C'est là où notre président et nos ministres sont. Et si on veut être entendu, malheureusement, aujourd'hui, on doit être là, quoi. On doit être là. Ils sont aussi à Lyon, en Bourgogne, en Bretagne. Plus de 15 000 policiers ont été déployés en France, surtout en région parisienne, pour les empêcher d'entrer dans la capitale, mais ils ont tous reçu l'ordre de faire preuve de retenue et de modération. Même qu'ici, à Argenteuil, certains policiers ont pris le temps de se renseigner sur le pourquoi de leur mobilisation. Vous avez des normes spécifiques? De la réglementation à la rémunération et à la concurrence déloyale, des enjeux majeurs auxquels le gouvernement de la France n'a pas su répondre, malgré une série d'annonces vendredi, explique Adrien Malingre. C'est pourquoi il a décidé de quitter sa ferme et de venir camper sur l'autoroute derrière son tracteur. Alors une tente de place, parce qu'en fin de compte, là, on est là pour plusieurs jours. Donc finalement, on va se relayer. Il n'a que 34 ans, mais il est déjà complètement désillusionné du métier que ses parents lui ont légué. Nous, malheureusement, il ne nous reste plus rien, plus grand-chose. Je vous ai dit, moi j'ai une exploitation de 75 hectares. Et en fait, je peux pas en vivre, quoi. S'il regrette d'avoir causé des embouteillages monstres, il dit le faire pour la survie d'une profession en détresse. Et de toute façon, il y a 2 suicides d'agriculteurs par jour. Dans notre mais par jour. Moi, j'ai déjà 3 amis qui sont suicidés. Ouais, c'est plus possible, mais bien sûr. Et donc, il va falloir que le gouvernement il se réveille. Le mot d'ordre, c'est de rester là tant que Macron, notre président, ne nous annonce pas des choses concrètes. Vous avez beaucoup parlé avec elle Mais c'est le premier ministre qui gère la crise et, comme il l'a fait tout le week-end, multiplie les réunions d'urgence. Le Premier ministre rencontre ce soir les représentants agricoles. Avec la promesse de nouvelles mesures dès demain, dit sa porte-parole, dans l'espoir d'éviter que la mobilisation ne dégénère avec l'arrivée de nouveaux convois. On doit avoir gain de cause. On doit avoir gain de cause. Sinon, je ne sais pas comment ça se finira. Tout autre chose à présent, la nouvelle porte d'entrée des migrants afghans et syriens pour migrer vers la France est depuis quelques mois la Guyane. Les demandeurs d'asile qui empruntaient la route pour la Turquie, la Hongrie ou la Méditerranée. Israël-Hamas, l'armée israélienne a indiqué le lundi 29 janvier qu'une de ses divisions a mené avec succès un raid sur un tunnel souterrain majeur du Hamas situé sous le cimetière de Bani Souheila dans la région
région de Khan Younes. Lors de l'opération, les forces de Sahel ont découvert et neutralisé plusieurs terroristes présents dans le tunnel. Sous le cimetière de Khan Younes, au cœur de la ville Bani Choueila, dans la bande de Gaza, à 20 mètres de profondeur, 1 kilomètre de tunnel et des centres opérationnels du Hamas déterrés par les forces de Tsahal. À l'intérieur, le bureau du commandant du bataillon ouest de Khan Younes, d'où les attaques du 7 octobre auraient été diligentées selon l'armée israélienne. Lors de l'inspection de la structure souterraine, des explosifs et des terroristes ont été retrouvés et neutralisés. Autre découverte, des centres d'opération, des chambres de hauts responsables de l'organisation terroriste et différentes structures à même d'abriter durablement les membres du Hamas. Ce centre du Hamas comprend des chambres avec électricité, eau courante et tout ce qu'il faut. Ici, c'est une cuisine qui comprend tout le nécessaire. On voit bien que les terroristes prévoyaient d'y rester longtemps. Tunnels tactiques et logistiques, ces dédales souterrains ne cessent de révéler depuis 4 mois de conflit leur ampleur et leur sophistication. Une guerre à 2 dimensions, sur et sous terre. Le Hamas a créé une vaste forteresse de plus de 1400 tunnels qui s'étendrait sur plus de 700 km. Et parlons sport football à présent. CAN 2023, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football en éliminant 1 but partout, 5 tirs au but à 4. Le Sénégal, tenant du titre et grand favori de la compétition. La victoire des éléphants sur le Sénégal a suscité une liesse populaire dans les villes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Les images. On a gagné, on est content, on est heureux. Les deux équipes ont très bien joué au meilleur niveau possible. Mais à la fin de la journée, il fallait bien que quelqu'un gagne. Satisfait des éléphants, surtout que c'est les champions en titre, vraiment on sort, vraiment c'est une résurrection pour les éléphants et puis vraiment le chemin continue et la coupe reste à Abidjan. Il faut tomber pour mieux se relever, moi c'est toujours ce qu'on m'a dit, parce que c'est dans l'échec justement qu'on crée la victoire. Et finalement, si on n'échoue pas une fois, on ne peut pas savoir justement ce goût-là qu'a la victoire. Et aujourd'hui on est heureux justement parce qu'on a perdu 4-0, on nous a humiliés, mais aujourd'hui là c'est nous qui allons humilier les gens, on va terminer. L'équipe de Côte d'Ivoire nous a vraiment fait plaisir. Voilà, on a vraiment fait plaisir. On avait 2 jours de crimes, 2 jours de crimes. 2 jours de crimes. Voilà. Le Sénégal n'a jamais battu la Côte d'Ivoire, donc il n'y avait pas d'exception ce soir. On avait confiance au maillot. Alléluia. Un mot de religion pour terminer ce temps d'information. En Suisse, la Haute École de Théologie HET Pro, située à Saint-Légier, a ouvert ses portes aux potentiels candidats le samedi 27 janvier. Avec un programme de découverte à la carte, les 150 participants ont pu vivre une bribe du quotidien des étudiants. Il y avait des adultes, des adolescents, des familles et des personnes âgées. De possibles futurs étudiants, leurs familles et toute personne intéressée ont pu découvrir les locaux, mais aussi participer à plusieurs activités. La théologie n'est pas réservée qu'aux pasteurs, selon Michael Gonin, doyen de la HET Pro, qui affirme plutôt que la formation théologique permet de faire des ponts entre la foi et le quotidien. C'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain à partir de 18h30 pour une nouvelle édition de votre journal. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.